bonjour à toutes et à tous et à ceux que j'ai pas encore salués. Je vais vous emmener pas très loin d'ici, parce que les jardins fruitiers de la Connexie se trouvent globalement à une 30-40 minutes de Nancy. Donc on est un peu les locaux de l'étape, et je vais essayer de vous parler un petit peu de la gestion d'une collection vue par une collectivité territoriale. Je sais que durant ce week-end, il y a pas mal de collectivités territoriales qui vont vous parler justement de la gestion de leur collection, mais également des dangers que ça peut engendrer la gestion de ce type de collection. Donc les jardins fruitiers de la Connexie, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens qui ne connaissent pas, c'est une vieille dame qui a été créée en 1904. Sous l'annexion allemande, et c'est une verger collection qui fait environ 15 hectares, et nous avons aujourd'hui sur le site un peu plus de 2500 espèces fruitières principalement, même si on a des collections que moi je vais considérer comme un petit peu annexes par rapport aux missions qui sont les nôtres, notamment des collections de pivoine, des collections de rosiers, etc. Mais globalement, on est avant tout sur ce qui se mange, ce qui explique ma silhouette féline de gourmand invétéré. Voilà. Alors les collection des jardins fruitiers de la Connexie et le site des jardins fruitiers de la Connexie est une collection relativement ancienne qui a été créée sous une base. Alors, vous devez certainement connaître, vous connaissez forcément le nom de Victor Lemoine, qui est alors souvent, moi, quand je parle à Nancy, je dis que c'était un Mosellan, parce qu'il est né à Delme, qui à l'époque n'était pas en Moselle, mais en Meurthe, c'est un département qui a disparu. Et donc, les collections des jardins fruitiers de la Connexie n'ont pas été créées avec Victor Lemoine, mais ont été créées tout simplement avec la famille Simon-Louis. Vous connaissez certainement cette fameuse céanote Marie Simon. Vous connaissez une autre obtention qui a été baptisée en l'honneur d'un des grands chefs de culture de la pépinière Simon-Louis. C'est la Clématis juiniana précox, donc en l'honneur de Monsieur Join, qui était justement ce chef de culture. Et puis, par exemple, une très belle framboise, on en reparlera tout à l'heure, sucrée de Metz. Voilà, donc voilà, ça c'est les pépinières Simon-Louis. Alors également Populus simoni, qui n'a pas été créé, qui a été ramené de Chine par un des oncles de la pépinière Simon, qui était Eugène Simon, qui était ambassadeur de France en Chine. Alors, on trouve trace de collections fruitières de la famille Simon-Louis aux alentours du XVIIe siècle, 1666. Et il y a énormément d'ouvrages qui ont été réalisés, qui ont été publiés. Quand on gère des collections, on gère aussi des fonds documentaires. Tout à l'heure, Robert en parlait. Il y a des fonds documentaires assez importants. Et nous avons la chance, mais je pense qu'également à Nancy, il y en a pas mal, d'avoir l'intégralité de la collection des catalogues de Simon-Louis et des catalogues Victor Lemoine. Donc ce sont des pièces assez intéressantes. Je ne peux pas citer Victor Lemoine, je ne peux pas citer Simon-Louis sans non plus oublier quelqu'un de très important ici, François Gerbaud. Bon, il y en a plein d'autres, mais je pense que peut-être Frédéric aura l'occasion de vous en reparler un petit peu plus tard. La collection des jardins fruitiers de la Connexie commence d'abord avec la vigne, continue avec la fraise. Il faut savoir que dans le Grand Est de la France, on avait des cultures assez importantes de fraises. Et donc, avec des stages qui étaient organisés, déjà des stages d'initiation à la pratique du jardinage, à la pratique horticole. Ça, c'est assez intéressant de voir. Tout à l'heure, quelqu'un parlait, je crois que c'était Françoise, parlait justement de la jante féminine. Alors, très étonnant, on voit pratiquement que des femmes qui travaillent dans les champs et on voit que des hommes qui se forment. Cherchez l'erreur, cherchez l'erreur. Voilà. Alors, 1904, on arrive en 1919, on a fait un voyage dans le temps. Alors aujourd'hui, les jardins fruitiers de la Connexie appartiennent au département de la Moselle depuis 1957. Nous avons plusieurs collections, je vais vous en parler un petit peu plus tard, plusieurs collections dont 2 qui sont labellisées au CCVS. Nous avons le label Jardin remarquable depuis l'ouverture du site au public, la réouverture du site au public en 2004. Et puis le label Verger éco-responsable, qui est assez important pour nous parce que ça témoigne aussi de la manière de cultiver et de la manière de respecter notre environnement. Alors ces collections, avant tout les pommes,
711 variétés de pommes. Donc c'est quand même une collection assez importante. Il faut savoir que la collection la plus importante à l'heure actuelle au monde est celle de Brogdale en Angleterre, en Grande-Bretagne, donc 3900 variétés. Bon, déjà avec les 711 variétés, je vous avouerai que parfois on s'y perd un petit peu. Donc pommier, 711 variétés, framboisier, 98 variétés, sur lequel on a reçu une quinzaine de nouvelles variétés nord-américaines qu'on est en train de tester, qu'on est en train d'étudier de manière assez précise. Si ça vous intéresse, parce que je pense, enfin, c'était Frédéric qui m'avait posé la question, toutes nos collections sont gérées par le logiciel BGBase, que vous devez peut-être connaître, Botanical Garden Base. Donc on fait partie des personnes qui adhèrent à BGBase, sachant que bon, il y a deux grands logiciels aujourd'hui dans le monde, BGBase et IrisBG. Donc ils sont BGBase ayant été développés par le Jardin botanique d'Édimbourg et qui équipe globalement les grands jardins botaniques, New York, Whistler, Dubaï, Montréal, Shanghai, etc., etc., etc. Collection de poiriers, 150 variétés. Collection de pruniers, 78 variétés. Collection de noyers et collection de noisetiers. Ça, c'est notre conservatoire de plantes. J'ai pas mis dedans les collections de pivoines, etc., qui sont pour nous un petit peu accessoires. Tout à l'heure, Monsieur Turc en parlait. Bon, on a des collections un petit peu également accessoires. Le Jardin des Saveurs, qui est notre vitrine publique, 45 000 visiteurs chaque année, une boutique, un jardin qui se visite avec une vingtaine de jardins thématiques. On a eu pendant longtemps un restaurant au guide Michelin. Et puis, je pourrais en parler parce que tout à l'heure André Rossino a évoqué la question, volonté politique de réduire la voilure, de réduire les finances, et nous avons dû fermer ce restaurant qui était parfaitement rentable. Cherchez l'erreur. Et quelque chose qui est très important pour moi, le conservatoire des savoir-faire. Parce que cultiver des plantes est une chose, garder des savoirs, ça pourrait être aujourd'hui, en matière d'horticulture, en matière de jardin, être au patrimoine immatériel de l'UNESCO, parce que souvent on perd nos savoir-faire, et nous les jardiniers, on a tendance un petit peu à perdre justement ces savoir-faire. Quelques images donc du jardin des saveurs, avec là par exemple, notamment l'aspect gustatif, le jardin des fleurs à croquer, le potager d'un curieux, où on va montrer un certain nombre de plantes un petit peu inhabituelles pour le grand public, des collections, 5-6 espèces par exemple de Xanthoxylum qu'on va cultiver pour les fruits, mais également pour le feuillage, des variétés un petit peu inhabituelles, par exemple de Mertensia, également, donc tout ce qui se mange puisqu'on est sur le jardin des saveurs. Quand on a créé ce jardin, l'idée était de montrer tout simplement aux enfants que la salade ne poussait pas en sachet et que les fraises ne poussaient pas en barquette. Donc on a essayé de montrer au grand public, avoir une collection c'est assez important, mais avant tout il faut le faire savoir, il faut le montrer, il faut éduquer nos générations. Et j'ai un peu l'impression, je lance un pavé dans la mare, que tous, je vais dire au moins moi, on s'enferme dans nos propres collections, on garde nos collections, et au final, on n'arrive pas assez à médiatiser, à faire connaître, à montrer, et à montrer de l'aspect pédagogique sur les nouvelles et sur les futures générations. On montre également des manières de cultiver, on essaie de donner des idées, par exemple sur cette collection de pivoines dont je parlais tout à l'heure, où on montre des idées aux visiteurs, comment gérer par exemple un verger prairie, avec un certain nombre de plantes compagnes sur ce verger. Ça, c'est quelque chose qui est photographié, mais des milliers de fois à chaque fois que nos visiteurs viennent nous rendre visite. Les pivoines, ou alors les bulbes un petit peu plus tôt, ou les astères un petit peu plus tard. Revenons un petit peu aux collections, quelque chose qui est assez important. Pour nous, une collection de plantes fruitières, et tout à l'heure Jean-Paul l'évoquait, ça se mange. Donc pour nous, le plus important, c'est le goût. Qu'est-ce qu'on fait de notre collection? C'est-à-dire qu'à un moment, le goût. Avoir 98 variétés de framboises, c'est intéressant, certes, ça nous permet d'avoir un label, mais une fois qu'on a le label, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas une finalité en soi. Donc, globalement, tous les ans, nous avons des réunions avec des grands chefs, avec des spécialistes de l'arboriculture fruitière,
pour tester ces variétés, pour essayer ces variétés et justement pour les goûter. Parce que les jardiniers, mes collaborateurs, savent cultiver les framboisiers, savent cultiver les pommiers. D'un point de vue saveur, c'est pas véritablement leur job. Donc on travaille avec des chefs renommés locaux, mais également des chefs internationaux. Tout à l'heure, je parlais avec Patrick Mullen de Michel Brasse. On travaille également avec Olivier Rollinger. On travaille avec René Redzepi, le chef du Noma à Copenhague. On travaille avec énormément de chefs au niveau national pour tester chaque année nos variétés de pommes et nos variétés de framboises. Je vous avouerai que quand vous goûtez 96 variétés ou 98 framboisiers les unes après les autres, à la fin de la journée, c'est un peu compliqué. Je pense qu'avec Patrick, on avait goûté une quinzaine de variétés ensemble, et c'est vrai que c'est assez particulier. Et on essaie de tester quoi? La qualité du fruit, sa productivité et sa saveur, et également sa conservation. Tout à l'heure, je parlais de sucré de Metz. Sucré de Metz, c'est une framboise qui est extraordinaire, qui n'aura jamais une carrière d'un point de vue... ça, c'est Fall Gold. Ici, alors, sucré de Metz, c'est une framboise jaune, c'est pas celle-ci. Ici, c'est Fall Gold. Sucré de Metz, c'est une framboise qui est extraordinaire, mais qui n'aura jamais une carrière en restauration ou peut-être même au niveau du grand public, parce que c'est une framboise qui ne se conserve pas. Toute petite framboise qui n'a pratiquement aucun intérêt, si ce n'est que ce que moi je fais tous les jours et ce que vous faites peut-être aussi, c'est d'aller et de picorer les framboises directement sur le framboisier. Là, par exemple, c'est Michel Brasse qui teste nos variétés de pommiers, nos variétés de pommes, donc d'un point de vue gustatif, on a créé pendant de nombreuses années, on avait un petit magazine d'une vingtaine de pages qui était également pour des questions budgétaires qui étaient arrêtées, sur lequel, sur certaines variétés, on faisait découvrir justement les aspects gustatifs de toutes nos variétés de pommes régulièrement. Donc s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à venir nous voir. Les fèves, par exemple, avec Olivier Rollinger. Bref, tout ce qui se mange, on teste et on essaye d'avoir, parce que ça, pour l'avenir de ces collections, c'est absolument fondamental. C'est tout simplement, quelle est l'utilisation pour le grand public? Avoir 711 variétés de pommes, c'est du patrimoine, certes, mais on va les perdre un jour ou l'autre, parce que, tout simplement, personne ne voudra les garder. La question de la transmission des collections, la transmission, que ce soit une collection privée ou publique, est une véritable question aujourd'hui. Je pose la question à Robert sur la transmission d'une collection aussi importante que la collection qu'il a pu aujourd'hui créer. Donc, ça c'est quelque chose d'assez important. Les jardins fruitiers de la Connexie, nous sommes également un conservatoire de savoir-faire, avec des choses, je veux dire, complètement gratuites, mais qui attirent le public. Cette mosaïque de pommes que nous réalisons tous les ans au moment de la fête des jardins, et qui permet à un moment d'attirer le regard sur des personnes qui ne s'intéressent pas aux 711 variétés de pommes, mais qui nous voient sous un regard complètement différent. À tel point que nous avons été invités à faire une mosaïque peut-être moins importante au Jardin botanique de Montréal lors de Mosaïque Culture Internationale en 2015, je crois, ou 2017, je ne sais plus. 15, oui, 15. Et notamment nos fameuses pommes marquées. Les fameuses pommes marquées que nous produisons régulièrement. À peu près tous les ans, on fait entre 300 et 30 000 pommes marquées, en fonction des années, et qui ont fait à peu près le tour de la planète. Avoir une pomme que nous avons produite, qui est le symbole de la COP21 du réchauffement climatique, et qui est remise devant les chefs d'État à la COP21, donc à Ban Ki-moon. Je peux vous assurer, moi j'étais comme un gamin, j'étais assis au premier rang, et derrière moi j'avais Angela Merkel. Et là je me dis, la gestion des collections, c'est quand même relativement important, et il y a un message d'alerte. Le message d'alerte là-dedans, c'est que si effectivement on ne se bat pas pour le climat, peut-être qu'à la Connexie, dans quelques années, je ne ferai plus de pommes marquées, je ferai des bananes marquées. C'est réel. C'est un risque réel. Et d'avoir comme cadeau officiel, justement, ces pommes marquées pour des personnalités qui nous rendent visite, c'est très très amusant. Je
vous dis, tous les ans, d'avoir un texto d'Harrison Ford qui nous demande quelques pommes marquées pour envoyer à ses collaborateurs. C'est amusant, mais c'est également la reconnaissance d'un savoir-faire par des personnalités comme Joe Wilfried Tsonga, qui, la première fois qu'il est venu nous voir, n'avait jamais vu un pommier en vrai. Et c'est quelqu'un qui est adorable, ou d'Harrison, qui régulièrement, effectivement, s'intéresse, et quand on connaît la bataille que peut avoir Harrison vis-à-vis de l'environnement et de la protection de nos ressources naturelles, c'est quand même relativement important. Des marques également de luxe, qui globalement nous demandent régulièrement d'avoir des pommes marquées, d'avoir des éléments justement pour servir d'ambassadeur visuel. Et par exemple, au niveau international, cette exposition que nous avons faite à Shanghai, à la demande du Jardin botanique de Shanghai, et qui globalement, en 8 jours, a fait 1 million de visiteurs. 1 million de visiteurs pour voir des pommes marquées avec des queues d'attente, enfin des attentes, des queues pour visiter l'exposition de 4 heures. Vous vous dites quand même, juste pour voir des pommes. Juste pour voir des pommes. Et en plus, lors du 30 septembre, donc qui est la manifestation, pas la manifestation, le 14 juillet chinois. Donc c'était quand même relativement important et relativement intéressant. Également, je reviens sur la COP21, lorsque l'image qui est choisie, ça c'est l'image qui a été choisie pour remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur la COP21. Bon, on se dit qu'à un moment, gérer des savoir-faire, il y a une reconnaissance. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, moi, le département de la Moselle, qui est mon employeur, qui est le propriétaire des jardins fruitiers de la Connexie, me demande tout simplement d'utiliser les pommes, je pense que on ne parle pas des collections, hein, on parle des pommes, hein, comme un outil de l'attractivité de notre territoire. Tout à l'heure, dans le discours un petit peu d'André Rossido, j'ai senti un peu le même message. J'ai senti un message, je dirais, très positif pour le jardin botanique de Nancy, très positif pour le territoire. Et là, je ressens également, moi, dans la commande qui m'est donnée au quotidien, justement, cette demande de se servir des collections et du jardin uniquement, comme de l'attractivité de mon territoire. Alors l'attractivité, on se dit comment on fait, etc. Ben, on le fait avec des aspects assez particuliers. On a créé, il y a une quinzaine d'années, un espace qu'on appelle le Jardin des Étoiles. L'idée de créer ce jardin m'est venue sur Hollywood Boulevard, où je voyais des étoiles. Je pense que tous ceux qui sont allés à Los Angeles parmi vous ont vu ces étoiles avec parfois des chewing-gums posés dessus. Parce que vous aviez un chewing-gum sur votre chaussure, vous avez laissé l'étoile vous avez laissé le chewing-gum sur l'étoile de Donald Trump. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose de vachement plus rigolo à faire. Il y a tout simplement leur faire planter des arbres. Et le premier à qui j'ai proposé ça, c'était Philippe Candeloro, qui n'avait jamais planté d'arbre de sa vie. Et donc, régulièrement, on accueille des personnalités, et il y a un tourisme qui est venu là-dessus. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent voir l'arbre planté par Laurent Voulzy, l'arbre planté par Yves Duteil, ou la pivoine plantée par Patrick Mulan, ou celle plantée par Didier Villery. Comme quoi, le monde entier vient pour voir la pivoine de Patrick Mulan et celle de Didier Villery. Il y en a même d'ailleurs, alors je ne vais pas vous dire, ils sont dans la salle, Didier va voir la pivoine de Patrick Mulan et Patrick va voir la pivoine de Didier. Et Pascal Légitimus vient arroser l'arbre de Laurent Voulzy, et Laurent Voulzy vient voir, voilà. Donc, ça sert d'attractivité, mais on ne parle toujours pas de collection. On a la plus grosse collection de framboisiers au monde, on a la plus grande collection de pommiers au monde, en France, on ne parle toujours pas de collection. On parle du savoir-faire, on parle de ces pommes marquées, on parle de ces fleurs, mais pas des collections. Je sais qu'il y a quelques spécialistes de Magnolia dans la salle. On est très amis avec Harrison Ford, et il n'y a pas très long temps, il y a Anthony Daniels qui est le mime qui joue le robot C3PO, qui vient en Moselle, et je lui dis, bah, vous allez pouvoir venir planter un arbre, et quand on a un acteur de Star Wars qui vient, qu'est-ce qu'on lui fait planter?
un Magnolia Star Wars, même s'il n'y a pas de relation entre le Magnolia Star Wars et le film. Globalement, 50 ou 60 journalistes, des pages et des pages et des pages, tous les fans de Star Wars, tous les fans de Star Wars. J'ai acheté, parce qu'on avait un peu prévu le coup, j'ai acheté globalement une dizaine de manuels à Star Wars, on les a vendus mais à prix d'or, 5 fois le prix du marché. Mais on ne parle toujours pas des collections. On ne parle toujours pas de nos collections. Alors, on s'est dit, il faut qu'on accueille, il faut qu'on se pose des questions avec les jeunes générations. Donc on fait des pommes. Et quand vous faites des pommes, et quand vous avez des pommes, vous vous intéressez à un machin qui est une marque à la pomme. Donc plutôt que de vendre des pommes, ou des ordinateurs, ou des téléphones, ben on s'est dit, tiens, on va détourner les codes de cette marque. Et on a fait un truc qui nous a complètement dépassé. Alors, attendez, c'est juste... Est-ce qu'on sait comment on peut lancer une vidéo? Ah bah voilà. Donc on a essayé tout simplement de sensibiliser les jeunes générations sur ces collections. Et on a créé cette Pomme Expo, parce qu'on ne voulait pas appeler ça un Apple Store, parce qu'on s'est dit, la marque à la pomme va nous tomber dessus. Cette vidéo a été vue 70 millions de fois sur les réseaux sociaux. 70 millions de fois. Cette vidéo a été reprise sur tous les sites de magazines dans le monde entier, au Japon, en Australie, aux États-Unis. Et un jour, j'ai reçu un courrier de quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle Tim Cook. Et quand vous recevez un document d'Apple, vous dites, ça y est, c'est le procès qui arrive. Et il nous a tout simplement remercié, justement, de cette mise en valeur des collections et de ce qu'on faisait sur les pommes. Mais... Comment? Non, il n'y avait pas de chèque. Il n'y avait pas de chèque. Mais on ne parle toujours pas des collections. Parce qu'on a du mal à parler des collections. Donc aujourd'hui, moi je suis à la fois ravi de me trouver parmi vous, je suis à la fois aussi également inquiet, parce que tout à l'heure j'en parlais un petit peu en aparté. Sur une gestion d'une collection, quelle est la finalité de la collection? Une fois qu'on a collectionné, quelle est la finalité réelle d'une collection? Patrimoine, on l'a dit. Économique, tout à l'heure, on l'a dit. Passion, on l'a dit également. Mais qu'est-ce qu'on va faire après de ces collections? Quel est le but final? Quelle est la volonté de transmission? Parce que sur du public, on est forcément un jour ou l'autre, nous sommes des fonctionnaires, et on est forcément un jour ou l'autre obligé de répondre à des élus. Et j'ai entendu la passion d'André Rossino sur le monde du végétal, mais un jour il y aura des élections, peut-être que M. Rossino malheureusement ne sera plus là, et c'est ce que nous on a vécu, on a eu des changements d'ordre politique, où les changements de moyens ont fait qu'on a eu des changements d'objectifs. Ça c'est le public. Chez le privé, on a une collection, et il y a beaucoup de collectionneurs primés parmi vous, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur collection? Dans 20 ans, 30 ans, lorsque à l'automne d'une vie, comment faire pour garder ces collections? Aujourd'hui, nous ne sommes pas, que ce soit en France ou en Europe, nous ne sommes pas aujourd'hui équipés pour justement envisager des avenirs de ces collections de manière sereine. Ceci dit, que cela ne nous empêche surtout pas de continuer à collectionner. Surtout pas. Mais je pense qu'il y a une réelle question à se poser. Qu'on soit dans le privé, que ce soit dans le public. Dans le public, souvent on dit « Ah, vous êtes plein de pognon, vous avez plein d'argent, etc. » Malheureusement, l'État, et je pense que mes collègues qui représentent d'autres collectivités doivent avoir le même problème, l'État a dit que maintenant, toutes les collectivités devaient respecter un pacte de stabilité, pas plus de 1,2% d'augmentation chaque année dans les budgets de fonctionnement. Sauf que quand on sait que les salaires augmentent de 1,4, à un moment, on perd chaque année un peu d'argent. Donc aujourd'hui,
l'avenir des collections des Jardins fruitiers de la Connexie reste relativement serein, parce que ça a été créé en 1904, donc il n'y a pas de souci, je pense, majeur, mais il y en aura probablement un jour ou un autre. Donc on va se tourner vers des sociétés privées, de manière à essayer d'envisager du mécénat, des partenariats, des choses comme ça. Mais il y a un réel, l'avenir des collections qui sont beaucoup plus fragiles que les collections des musées. Globalement, vous mettez une sculpture antique dans un musée, c'est fragile, mais c'est pas aussi fragile que des collections d'hydrangeas, que des collections de framboisiers ou que des collections d'aracées au conservatoire et jardin botanique Jean-Marie Pelt. Donc je pense qu'il y a un réel questionnement que nous devons avoir, que vous devez avoir, sur l'avenir et sur la pérennité de nos collections. C'est un discours qui se termine peut-être un peu pessimiste, mais comme il fait super beau, moi je vous invite véritablement à venir nous revoir dans le Grand Est. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient de la façade atlantique. Donc vous prenez un TGV, je veux dire à Nantes ou à Rennes, vous arrêtez à Lorraine TGV. On est entre Frédéric et moi, donc on a fait une gare juste pour nous deux, entre La Connexie et Nancy. Et vous revenez nous voir au mois de juin, au mois de juillet, au mois de septembre, etc. Et on aura le plaisir, Frédéric ne le sait pas, mais on vous fera envoyer un petit carton d'invitation. Toutes les personnes qui étaient là ce week-end auront bien évidemment l'entrée gratuite pour venir nous voir au milieu de nos fleurs. Merci de votre attention.